J'étais entre deux boulots. Fatigué après un long travail d'investigation éreintant sur la guerre en Libye pour l'AFP. J'avais décidé de m'aménager un petit peu, de faire quelques piges pour la forme, mais surtout de prendre des vacances pour y voir plus clair. Faut dire que ma dernière enquête avait commencé à me faire virer complotiste. Grâce à un contact au Qatar, j'avais mis au jour l'existence d'un repas à l'Élysée entre Sarkozy, alors président de la République, Claude Guéant, son homme à tout faire, le prince héritier qatari et l'invité du jour, Michel Platini, le puissant dirigeant de l'UEFA. Un repas protéiné visiblement, puisqu'à son terme était signé un procès-verbal impliquant le Qatar dans le financement des interventions françaises en Libye. Un montant était même évoqué dans le compte-rendu, 300 millions d'euros versés à son Excellence le président Nicolas Sarkozy. Coïncidence, une somme correspondant aux dépenses engagées par la France en Libye au cours de l'opération Harmattan. J'ai jamais pu le prouver, mais selon une autre source proche de la famille Kadhafi, le Qatar voulait bel et bien voir la tête du président libyen tomber. Pour étendre sa zone d'influence dans la région, logique, mais également pour déstabiliser la ratification d'un énorme contrat d'hydrocarbures entre Total, Paris et Tripoli. La suite de l'histoire, on la connaît. Des manifestations éclatent à Benghazi le 17 février 2011. Des massacres, perpétrés par l'armée libyenne, sont médiatisés par Al Jazeera et fidèlement relayés en France par les médias et par Bernard-Henri Lévy, fidèle collaborateur de Sarkozy. La France entre en guerre, participe à l'armement des milices islamistes et le 20 octobre 2011, Kadhafi est mis à mort. La démocratie règne. Même si en 2016, le Parlement anglais alerta sur les ambiguïtés des motivations françaises et sur la fiabilité douteuse de certains événements relayés par le gouvernement, les médias et BHL, leur commission d'enquête restera mystérieusement sous les radars des Français. Sans avoir jamais été réellement inquiété ou intimidé, le poids de ces révélations commençait à me rendre un peu parano. Et j'avais préféré me mettre au vert quelque temps. Et alors que je m'enfonçais peu à peu dans une douce routine anesthésique, un mail me sortit de ma torpeur. Mon ancien contact au Qatar me prodiguait de nouveaux documents. Un cadeau empoisonné. Super. Moi qui me croyais sevré, je consentis à m'y plonger, poussé par la curiosité et l'ennui. Pas déçu, cela dit. Ces documents, datés entre 2009 et 2011, dévoilaient de nouvelles générosités de l'émir en faveur de la sarcosphère. En l'occurrence, 6 millions d'euros pour Carla Bruni et 9 millions pour BHL. Cela confirmait mes assertions de corruption et l'implication qatari dans la guerre libyenne. Mais ces documents indiquaient également un autre bénéficiaire, un nouvel heureux allocataire des largesses de l'émirat. Laurent Platini. Encore un. Et le fils cette fois-ci. Mais qu'est-ce que le fils de l'ancien Ballon d'Or pouvait bien venir faire au milieu de cette histoire de barbouze ? Quel pouvait être le lien entre l'héritier Platini et les magouilles géopolitiques du gouvernement Sarkozy ? Je décidai de me pencher sur son cas, mettant définitivement fin à ma retraite prématurée. Laurent Platini. Un homme discret, une belle carrière. De 2005 à 2009, il est responsable juridique du PSG. Même s'il est de notoriété publique que Sarkozy est un fidèle supporter du club, c'est encore loin d'être suffisant pour relier les deux hommes. De 2009 à 2011, il est vice-président des affaires légales chez Lagardère. Là encore, des incointances. Sarkozy, ancien avocat pour Lagardère, est toujours resté proche du groupe. Mais toujours aucune raison pour le Qatar de récompenser Platini. De 2011 à 2016, il devient manager général de la marque de sportwear Burdasport. On s'éloigne encore de la Libye. Quoique, la marque est en réalité détenue par un fonds d'investissement qatari. Comme on se retrouve. Mais pourquoi gratifier d'une telle somme un simple cadre ? Une nouvelle impasse, et la sensation que je m'éloignais définitivement de mon sujet. Mais en revenant sur les documents, un détail m'intrigue. La date de la généreuse étrenne. Le 2 décembre 2010. En 2010, Platini était encore employé par Lagardère. Il n'avait donc a priori encore aucun lien avec le Qatar. Pas besoin de chercher très loin. Une simple recherche m'apporte la réponse. Ce 2 décembre, au jour près, un verdict est rendu par le comité exécutif de la FIFA. La Coupe du Monde 2022 sera organisée au Qatar. Mais bien sûr, aveuglé que j'étais par mes travaux passés, j'avais raté l'éléphant dans le couloir. Les preuves de corruption que j'avais reçues n'étaient pas nécessairement liées, et Laurent Platini ne s'était manifestement pas fait arroser pour les mêmes raisons que l'association de malfaiteurs sarkozystes. Le complot en cachait donc un autre. Et si le Qatar avait, en passant par le fils Platini, tenté d'influencer le résultat du vote décisif de la FIFA ? Quand on y pense,
La candidature du Qatar comme pays organisateur de la Coupe du Monde relevait de l'absurdité. Comment un minuscule État, basiquement un bout de désert imbibé de gaz et de pétrole, sans aucune infrastructure, aucun stade, un pays où il peut faire jusqu'à 50 degrés l'été, pouvait prétendre à l'organisation d'une telle compétition, et ce face à des pays tels que les États-Unis ou le Royaume-Uni. Au regard de ces éléments, il me semblait évident que j'avais mis le doigt sur un cas d'école en matière de corruption. Le Qatar avait dû infiltrer le comité de la FIFA en profondeur pour arriver à ses fins. Aujourd'hui, leur influence dans l'industrie du football semble presque hégémonique. À titre indicatif, la FIFA a pour premier sponsor Qatar Airways, tandis que l'homme à la tête du syndicat des présidents de clubs est qatari. Pour comprendre cette influence, il me fallait décrypter la tactique mise à l'œuvre. Pour y voir clair, afin d'identifier la stratégie, les temps forts et les protagonistes, je devais faire remonter mon enquête à la source. 2005. L'émir, Hamad Ben Khalifa Al Thani, ne sachant visiblement plus quoi faire de ses thunes, crée le Qatar Investment Authority, un organisme chargé de gérer ses excédents en pétrole et en gaz naturel. Son objectif premier, diversifier l'économie par essence très dépendante du prix de l'énergie. Ainsi, le groupe a investi massivement à l'international, plus de 300 milliards d'euros en 2020. Il m'a été très difficile d'appréhender sa structure. Faut dire que son manque de transparence n'a d'égal que son rayonnement. À force de creuser, j'ai tout de même pu avoir un petit aperçu de ses actifs. Le QIA contrôle par exemple 7,5% du groupe Airbus, 11% des actions de la Bourse de Londres, 17% du groupe Lagardère, 17% du groupe Volkswagen qui possède Audi, Porsche, Lamborghini, Ducati et j'en passe. Bref, la liste est longue. La même année était créée une filiale du QIA, le Oryx Qatar Sport Investment, le QSI pour les intimes. Une filiale chargée d'investir dans les secteurs du sport, des loisirs et du divertissement. À sa tête, ce qui deviendra un de nos protagonistes principaux, Nasser Al-Khelaifi. Si entre 2005 et 2010, la teneur des activités du QSI reste très mystérieuse, son importance deviendra capitale par la suite. Oui, le Qatar est richissime. Jusqu'ici, rien de renversant. Une nouvelle notification. Ma source me transmet un nouveau document. Il est daté du 12 janvier 2009, soit un an avant l'attribution de la Coupe du Monde. Un courrier confidentiel et urgent, rédigé par le ministre de l'économie et des finances du Qatar à l'intention du ministre des Affaires étrangères. Sous ordre de l'émir, une somme équivalente à 22,6 millions d'euros doit être versée à 14 membres exécutifs de la FIFA. Des bons d'aide footballistique, selon le ministre. Bel euphémisme pour un courrier si incriminant. 14 membres arrosés, 14 voix en faveur du Qatar au moment du vote. Une bienheureuse majorité, la Coupe du Monde aura bel et bien lieu dans un désert. En m'intéressant aux modalités de transfert de ces pots de vin, je découvrais un autre protagoniste important, Mohamed Belhaman Abdallah. Ce dernier, homme d'affaires proche de l'émir, aurait assuré le transfert via sa société, Kemco. Mais Abdallah s'avère être bien plus qu'un simple porteur de mallette. Il est membre de la FIFA et préside la Confédération asiatique de football. En mars 2010, Abdallah prend la confiance. Fort de sa position, il se présente à la présidence de la FIFA face au puissant président historique, Sepp Blatter. Peu de temps après, la fédération révèle une enquête accusant Abdallah d'avoir versé plus de 40 000 $ de petits cadeaux pour se construire une majorité. Sepp Blatter sera réélu et Abdallah banni à vie de la fédération. Une enquête, ma foi, fort opportuniste et hypocrite de la part d'une FIFA qui est loin d'avoir les mains propres. Ce qui n'échappa pas d'ailleurs à la chaîne américaine ESPN ainsi qu'au Sunday Times, qui dévoilèrent chacun en 2014 des documents internes au comité d'organisation Qatar 2022 dépeignant les pratiques corruptrices, limite mafieuses de l'Émirat. Pour calmer la presse ainsi que l'opinion publique, Sepp Blatter initia la création d'un pool anticorruption dirigé par un procureur fédéral américain, Michael G. Garcia. Malheureusement pour lui, il sous-estima l'intégrité du procureur, dont le rapport de 400 pages, loin de dédouaner la fédération, entraîna l'arrestation de 9 responsables de la FIFA à Zurich. J'avais un bref aperçu de la mainmise du Qatar sur la politique du football. 30 juin 2011, un tournant à la fois économique et culturel. En effet, à la surprise générale, l'Émirat devenait propriétaire majoritaire du PSG, club historique parisien. Le rachat, orchestré par le QSI, permit à son dirigeant Nasser Al-Khelaifi de devenir président du club. Nasser, qualifié de ministre sans ministère. Il est un acteur majeur de la stratégie qatari.
Ancien joueur pro de tennis, il va, suite à sa rencontre avec le prince héritier Al Thani, occuper une place toujours plus importante dans le monde du football. Il cumule les mandats. Président du Qatar Sport Investment, président d'Al Jazeera Sport, dirigeant du syndicat des présidents de clubs, lui-même président du PSG, et enfin, président du groupe Being. Bref, c'est actuellement l'homme qui fait la pluie et le beau temps dans le football européen. Dès le rachat du club parisien, le montant de ses financements explose. Les transferts de stars s'enchaînent et le PSG se métamorphose pour devenir LE club phare français, au détriment de ses concurrents. Mais leur plan ne s'arrête pas là. Au même moment, le groupe télévisuel Being est créé, avec à sa tête notre ami Nasser. Véritable porte d'entrée pour le marché européen du média qatari Al Jazeera, la chaîne entre en jeu dès 2012 en assurant la diffusion de l'Euro. Ils rafleront ensuite les droits de diffusion de championnats majeurs et s'imposeront, notamment grâce à des abonnements bon marché, en tant que leader médiatique sportif. Being diffusera, bien entendu, les matchs de la Coupe du Monde 2022. Et quelle Coupe du Monde! Celle de tous les excès, celle de tous les scandales. Le Qatar a pu se faire la main ces dernières années en organisant tour à tour de grandes compétitions internationales, mais jamais sans quelques déboires. Ainsi, je ne fus pas étonné de découvrir, par exemple, les affaires de corruption liées à l'organisation du championnat du monde d'athlétisme, ainsi que le nombre record d'abandons lors de son marathon en raison des conditions météorologiques. Mais cette Coupe du Monde, qui n'a même pas encore commencé, outrepasse déjà toutes les limites de la raison. Cette Coupe du Monde, c'est déjà plus de 156 milliards d'investissements pour le Qatar. 156 milliards. Des stades, des hôtels, des villes entières sortent de terre. Des milliers de travailleurs étrangers meurent sur les chantiers, exploités. Les ONG s'insurgent, mais dans le désert, personne ne les entend crier. L'impact écologique, présent et à venir, est énorme, car non content d'avoir réussi à décaler la coupe de juillet à novembre pour éviter la chaleur accablante de l'été, le Qatar, pour espérer maintenir le public et les joueurs en vie, va devoir climatiser l'ensemble de ses stades, et ce, du terrain au dernier gradin. Politique, économie, médias. Au début de mes recherches, j'étais loin de me douter de l'ampleur de l'emprise. Et encore, je n'avais fait que gratter la surface. En tant que journaliste, je n'ai jamais ignoré l'importance économique du sport, et encore moins celle du football, aussi populaire que médiatisé. Mais j'avais pourtant bien sous-estimé le réel intérêt pour un État comme le Qatar d'un tel investissement. Car si les montants engagés semblent immenses, qu'il s'agisse du rachat du PSG ou du salaire des joueurs qui ne manquent pas de scandaliser l'opinion, le retour sur investissement est en réalité très minime. Surtout quand on les compare aux recettes engrangées par le Qatar dans l'énergie, l'immobilier ou la bourse. Le football, financièrement parlant, c'est très incertain. Et rares sont les grands milliardaires qui misent dessus pour s'enrichir toujours plus. Car la gestion d'un club semble être un véritable casse-tête. Et la renommée n'y change rien. Au contraire, quand on voit la débâcle d'un club comme le Barça, aussi légendaire qu'endetté, on se dit que c'est bien les actionnaires qui doivent le plus grincer des dents. Mais à défaut d'être outrageusement lucratif, le football, c'est le meilleur business d'influence du monde. Et c'est bien cela que beaucoup de journalistes, moi compris, ont tendance à oublier, aveuglés que nous sommes par les histoires de gros sous. Le football, c'est presque une poignée de sable pour le Qatar en matière de rentabilité. Mais si les revenus qu'il génère sont limités, ils sont inversement proportionnels à la médiatisation engendrée. Si le Qatar est un magasin de luxe, le football est bien la plus belle vitrine qu'il pouvait s'offrir. Et ce, malgré toutes ces affaires affreuses qui seront vite oubliées. Les relations commerciales, diplomatiques, politiques, l'influence, l'image qu'ils y gagnent sont autant de bénéfices non quantifiables qui font du Qatar un pays toujours plus puissant. L'avenir nous dira jusqu'où ils iront dans cette quête du pouvoir. De mon côté, les recherches sont terminées. J'ai un article à commencer, son titre, Ballon d'or noir.